Christophe Bordet. Ah si on essayait sur toute la planète, ma chloroquine, ma chloroquine. Ma Ah, si on chloroquine. essayait Ah, si on sur toute essayait. la planète. Eh oui, c'est une reprise. Elle est réussie, hein, Philippe David. Ah, on pourra la chanter tous ensemble pour la reprise, ça vous dirait pas? Vous, Philippe Bilger, moi, toutes les vraies voix, quand on va reprendre, on la chantera quand on sera ensemble dans le studio à nouveau. En faisant tourner les Ouais, serviettes, quand ce on serait en aura parfait. pris. Ouais, ah bon, Quand non, on en aura on pris, espère qu'on hein. n'aura pas à Quand on apprendre, en hein. aura pris, hein. Ouais, quand on en aura pris. Je crois que DJP fait une chanson pour vous, figurez-vous. Ah bah oui. Bah oui. Fermez ta gueule, sale. Il est trop fort, JP. Parfois, non mais c'est vrai que parfois ça nous ferait des vacances et en même temps quand vous n'êtes pas là, vous nous manquez. Donc c'est ça le problème, si vous voulez. Mais même quand je suis là, Bref. je vous manque, je crois. Allez, les vraies voix sur Sud Radio avec notre débat. On va essayer d'être sérieux quand même. Le président de la République s'adresse à la nation lundi soir à vivre en direct à 20h dans une édition spéciale des vraies voix, évidemment sur Sud Radio. Au programme, le déconfinement notamment et les remèdes pour y parvenir avec cette question. Macron doit-il valider les recherches du professeur Raoult? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Alex de Moussac, ça donne quoi pour le moment? Eh ben, c'est clairement oui. Sur Twitter, on est déjà à 85% et même 95% sur Facebook. Un débat qui fait réagir. Je vous lis quelques commentaires d'auditeurs. On a Yolande qui nous dit qu'en région PACA, nombreux sont les hôpitaux et cliniques qui appliquent déjà le protocole du professeur Raoult. Et puis Maya qui nous dit qu'il faudrait au moins laisser les médecins de ville libres de prescrire. Elle fustige cet interdit de prescrire par décret du Premier ministre qui, selon elle, nous ramène à une époque ancienne, peu glorieuse. Et puis, selon Maya, le Conseil de l'Or reste muet. On verra ce que dit le président de la République lundi soir. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et nous sommes heureux et honorés d'accueillir le professeur Jean-Michel Patlowski qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Vous êtes chef du service de virologie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Et puis Valérie Boyer, députée Les Républicains, sera avec nous vers 18h30. Elle a été soignée à l'hydroxychloroquine par le professeur Raoult. Justement, professeur Jean-Michel Patlowski, le président va s'exprimer lundi soir, je le disais, à 20h02. 20h02, après les applaudissements des Français au personnel de santé. Il va parler, selon nos informations, de la crise économique, de la prochaine échéance du déconfinement, des avancées médicales également. Hier après-midi, il a rendu visite au professeur Raoult à Marseille, fervent défenseur donc de la chloroquine pour traiter les premiers symptômes du coronavirus. Le professeur Raoult, souvent décrié par ses pairs. À votre avis, et c'est notre question, le président doit-il valider les recherches du professeur Raoult ? Alors écoutez, je ne suis pas certain que ce soit le rôle des hommes politiques de valider les recherches scientifiques. La première chose que je voudrais dire, c'est que je connais très bien le professeur Raoult, qui est un scientifique extrêmement respectable, qui a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré en maladies infectieuses et qui a très souvent été un visionnaire. Donc c'est quelqu'un qu'il faut absolument respecter et ses idées ont souvent été visionnaires avant les autres. Ceci étant, la science, elle doit se faire d'abord entre scientifiques et il est important qu'il y ait un débat contradictoire entre scientifiques, que les arguments pour et contre soient bien pesés et qu'ensuite un consensus soit trouvé. Et moi, je regrette en tant que scientifique moi-même, avec certaines données que nous avons, avec certaines incertitudes que nous avons, et vous l'avez évoqué juste avant, l'opinion publique s'en mêle, les politiques s'en mêlent, avant qu'on ait pu apporter des certitudes pour prendre ces décisions. Donc on est aujourd'hui alors quand justement, même professeur, dans une période d'incertitude. Oui, professeur, restons alors, vous dites c'est une période d'incertitude, je l'entends, mais allons plus loin, allons sur la nouvelle étude du professeur Raoult qui a été publiée hier soir, cette nuit, qui montre que pratiquement 92% des 1000 patients qu'il a traités dans cette étude ont pu guérir assez rapidement, en une dizaine de jours. Pour vous, ce travail-là ne vaut rien parce qu'il n'est pas fait dans les règles de l'art ? Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je vous ai dit que je respectais beaucoup non, mais je le vous demande, professeur Raoult. Et j'ai lu, alors pas le travail dans son ensemble, puisque nous n'avons eu que le résumé. C'est une étude qui est très importante parce qu'elle porte sur 1000 malades. Ce qui va être reproché à cette étude, c'est qu'il n'y a pas de groupe contrôle. Et vous savez qu'on recommande souvent de faire des études, on va tirer au sort les malades qui reçoivent le traitement par rapport aux malades qui ne reçoivent pas le traitement
pour pouvoir comparer et voir s'il y a un effet visible du traitement. Et quand même, ce qu'il faut savoir avec une étude de 1000 malades, qui est un effectif tout à fait considérable, c'est qu'il est extrêmement facile de créer à partir d'autres cohortes qui existent, par des analyses méthodologiques sophistiquées, un groupe contrôle et de pouvoir regarder si cette étude apporte un bénéfice par rapport à ce groupe contrôle qu'on va qualifier d'historique. Pourquoi on le fait pas alors? Pourquoi on le fait pas sur la chloroquine, l'hydroxychloroquine? Pourquoi on fait pas un groupe contrôle à côté? Pourquoi personne ne se lance là-dedans pour vérifier une fois pour toutes réellement? Eh bien, je pense qu'il faut poser la question aux protagonistes de cette histoire. Il y a d'un côté les données qui sont générées, et encore une fois, j'ai parfaitement confiance dans la qualité de ces données à Marseille, et il y a des données qui existent dans un certain nombre de bases de données qui ont été constituées, de cohortes, par l'INSERM, par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Je pense qu'il serait utile qu'on puisse récupérer les datas des uns et des autres, les donner à des méthodologistes indépendants et leur demander de nous donner une réponse sur l'efficacité du traitement, en sachant quand même qu'il y a des données solides in vitro. Et je peux vous dire que dans mon propre laboratoire de recherche, nous cultivons le virus du Covid dans des cellules, et dans les cellules, l'hydroxychloroquine a un effet antiviral. Elle bloque la multiplication du virus, d'autres composés le bloquent également, donc ça ne vient pas de nulle part cette histoire. Mais effectivement aujourd'hui, je pense qu'il est important maintenant qu'on a beaucoup de malades qui ont été traités, et également beaucoup de malades qui n'ont pas été traités, d'essayer d'avancer rapidement, et également de regarder les résultats d'autres études qui sont en cours et qui sont des études qui sont elles randomisées, c'est-à-dire où les patients ont été tirés au sort entre ceux qui reçoivent et ceux qui ne reçoivent pas l'hydroxychloroquine. Oui, pour bien voir la différence et voir si vraiment c'est efficace ou pas par rapport à ceux qui ne prennent pas la chloroquine. Moi, j'avais une question quand même, parce que quand on regarde... Oui, allez-y. Non, il y a deux niveaux pour regarder l'efficacité d'un médicament. Il y en a même trois en réalité. Il y a l'efficacité sur la multiplication du virus, sur la production de virus. Et cette efficacité sur la production de virus, elle peut avoir ou ne pas avoir un impact sur le développement et la gravité de la maladie. Donc ça fait déjà deux niveaux. Et le troisième niveau, c'est que si on démontre qu'on a un raccourcissement de la durée de portage du virus, même sans effet clinique, sans effet de prévention des complications, ça a quand même un impact qui est important au niveau de la population, puisque les gens vont être contagieux moins longtemps. Donc vous voyez qu'il y a quand même une subtilité derrière tout ça et différents niveaux d'analyse des résultats des essais thérapeutiques. Ouais, professeur, dans l'étude là qui a été diffusée hier soir et cette nuit par le professeur Raoult à Marseille, on s'aperçoit que les patients, enfin c'est ce que j'ai compris en tout cas, ont visiblement moins de 45 ans et sont traités dans les premiers temps donc de la maladie, alors que la majorité des victimes a plus de 65 ans. Donc est-ce que ça c'est pas un problème aussi quand même, parce que on peut se poser la question, pourquoi uniquement des personnes aussi jeunes dans cette étude? Alors, quand on fait des essais thérapeutiques, on ne peut jamais tester tout le monde. Donc, un essai thérapeutique vaut pour la population qui est insérée, qui est intégrée, qui est incluse dans l'essai thérapeutique. En l'occurrence, il s'agit d'une population particulière. Je crois que le professeur Raoult a toujours dit que si l'hydroxychloroquine avait une efficacité, elle devait être donnée assez tôt dans la maladie. Et là, on est sur ce qu'on pourrait qualifier comme une population générale de malades infectés. Il n'y a pas une logique absolue dans un premier temps à aller traiter essentiellement des malades qui sont déjà en réanimation, parce qu'on pense qu'à ce stade-là, ce n'est pas la production de virus qui est responsable de la maladie, on est passé au-delà de la production de virus et on est sur une réaction immunitaire qui est un petit peu paradoxale, qui a été hyper augmentée et qui est responsable de la maladie. Donc les résultats d'une étude, ils sont applicables à la population de l'étude et c'est pour ça qu'en général, quelle que soit la maladie, quels que soient les médicaments, on fait plusieurs études dans des populations différentes. Donc là, il faut qu'on trouve un groupe contrôle historique pour cette étude-là et les résultats de l'étude seront applicables à la population qui a été incluse dans l'étude. Philippe Bilger, vous vouliez intervenir? Alors Christophe, moi je continue à penser en étant un total profane, bien sûr, que le président de la République a vu trop tardivement le professeur Raoult. Premier point. Deuxième point, je suis frappé d'entendre questionner sur le fait que le professeur Raoult pourrait être le médicament miraculeux ou l'homme qui viendrait régler le problème alors que lui-même a toujours eu la modestie
choisi d'insérer sa médication dans des limites très strictes. La première, il a dit surtout pas d'automédication, et on constate que les effets secondaires se sont aggravés, et d'autre part, ça n'a d'utilité que si on le donne au début de l'infection. Et donc, me semble-t-il, à partir du moment où ce qu'il propose peut apparaître comme une arme sérieuse et complémentaire pour lutter contre la chloroquine, voire avec un adjuvant qu'il avait prévu, je ne vois pas pourquoi on pourrait se priver de cela. Mais en prenons bien conscience des limites que le professeur Raoult lui-même a fixées à son action. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Moi, il y a quand même une chose, je vais me faire un peu le porte-parole d'un certain nombre de gens dans cette histoire, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, professeur Pawlowski. Bon, aujourd'hui, on le sait, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicament, on va dire, contre le coronavirus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on commence à avoir de la fièvre, des symptômes, on nous dit prenez un Doliprane, restez chez vous. Et finalement, on attend que ça empire, pour beaucoup de gens quand même, hein, pas la majorité, loin de là, mais quand même, on attend que ça empire, et puis là, au bout du 8e jour, du 9e jour, du 10e jour, hop, l'hôpital, et puis hop, intubé, et puis ça dure une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on y passe pas, etc. Là, on a l'exemple, puisqu'on nous a dit qu'on était en guerre. Alors moi, je veux bien entendre qu'il faut faire tout un tas de petites chimies derrière tout ça pour avoir des résultats fiables, je l'entends. Mais là, on est en guerre, et est-ce qu'on peut se dire quand même à un moment que, étant donné qu'on est en guerre, qu'on n'a pas de médicaments et qu'on a peut-être quelque chose qui bloque le côté viral de l'histoire, qui est efficace, comme vous l'avez dit, vous, dans vos éprouvettes dans votre laboratoire, pourquoi finalement on en est là aujourd'hui? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu se dire tout simplement, ok, on y va dans un premier temps, sous contrôle médical, de manière à ce que les gens qui ont un problème cardiaque ne soient pas concernés par ça, par exemple, par ce produit, par ce traitement, voilà, et que tout ça soit sous contrôle, et puis en même temps on fait de la recherche, et à un moment on trouve, et puis hop, à ce moment-là on peut dégainer autre chose. Mais si c'est une première chose pour lutter contre la maladie, avant d'aller à l'hôpital, avant que ce soit trop tard, pourquoi on ne le fait pas réellement? Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne comprennent pas ça. Alors, moi, je suis assez d'accord avec cette vision-là, mais il y a quand même un élément qu'il faut bien comprendre, c'est que cette histoire nous a pris complètement au dépourvu. Les politiques, l'opinion publique, le corps médical et scientifique. Cette histoire a démarré il y a quelques semaines. Je vous rappelle qu'il y a encore 6 semaines, on vivait normalement. Certains d'entre nous étaient en vacances d'hiver et passaient du bon temps, et cette histoire était inimaginable. Moi, je regrette que le débat se soit polarisé comme il s'est polarisé autour de cette histoire de l'hydroxychloroquine, parce qu'effectivement, dans un monde apaisé qui n'est pas pris au dépourvu comme il l'a été par cette infection tout à fait subite, on pourrait appliquer ce que vous dites, c'est-à-dire un principe de précaution à l'envers, se dire on n'a pas de traitement, et la réalité c'est qu'on n'a pas de traitement validé. Ça, c'est la vraie réalité. Ben oui. Donc il y a quelque chose qui pourrait marcher, sous couvert que les malades soient bien surveillés et que les traitements soient prescrits par des médecins qui connaissent le médicament, qui en connaissent les effets secondaires, les contre-indications, les interactions médicamenteuses. On pourrait traiter. Après, ça n'est pas moi tout seul, ni vous de votre côté, qui allez décider de cela. Bien sûr. Et les choses se sont, à mon avis, mal engagées. Le débat n'est pas aujourd'hui un débat serein, et moi je le regrette. Ouais. Allez, vous restez avec nous, professeur, évidemment. On va poursuivre notre débat dans un instant. Les vraies voix sur Sud Radio. Le président de la République s'adresse à la nation lundi soir. Vous pourrez le vivre en direct à 20h, 20h02 même. Édition spéciale des vraies voix sur Sud Radio. Au programme notamment le déconfinement et les remèdes pour y parvenir. Et cette question, Macron doit-il valider les recherches du professeur Raoult? 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus, hein, antenne ouverte. Vous pouvez vous exprimer quand vous le souhaitez. Et puis les réseaux sociaux, Alexandre de Moussac. Eh bien toujours un grand oui, 85% sur Twitter, 95% sur Facebook, et puis nos auditeurs qui estiment que le mot n'est peut-être pas validé, mais en tout cas suivent les recommandations. On lira quelques commentaires d'auditeurs après la pub. Allez, à tout de suite dans les vraies voix sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Bouygues Télécom, on est fait pour être ensemble. Parce qu'on a aujourd'hui plus que jamais besoin de rester connectés et échanger ensemble, nous continuons à vous offrir un réseau de grande qualité. Et pour rester en contact avec ceux que vous aimez, nous vous proposons en ce moment un forfait BMU 100 Go pour seulement 15,99 € par mois, sans engagement. Pour en profiter, pas besoin de vous déplacer. Rendez-vous sur bouyguestelecom.fr, nous vous livrons chez vous. Offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription et seulement sur bouyguestelecom.fr. Sud Radio. Dans le Gers. À Condon. Sur 102 FM. Le choix malin, c'est Label Rouge. Vous cherchez quelque chose ? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Pourquoi ça ? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œufs. Soyez malin, faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio, le président de la République, c'est notre débat, s'adresse à la nation lundi soir, un moment à vivre en direct à 20h dans les vraies voix sur Sud Radio, édition spéciale. Au programme, le déconfinement notamment et les remèdes pour y parvenir. Question, Macron doit-il valider les recherches du professeur Raoult, 0826 300 300. On va vous entendre dans quelques instants. Et puis bien sûr, les réseaux sociaux. Alex de Moussac, ça donne quoi ? Eh bien, 85% sur Twitter, 95% sur Facebook et beaucoup de réactions. Je vais vous en lire quelques-unes, notamment Sylvie qui estime que certains politiciens porteurs du virus ont guéri grâce à la chloroquine. C'est le cas de notre invité à venir. Chantal qui explique que le docteur Raoult n'a pas attendu l'accord du président de la République pour sauver des vies. Et puis enfin Bruno qui estime que c'est au corps médical et seulement au corps médical de valider ses travaux en toute indépendance. Le professeur Jean-Michel Pavlotsky est avec nous, toujours chef du service de virologie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Et puis nous rejoint Valérie Boyer, députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Valérie Boyer. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Je sais que vous êtes très occupé, vous aussi, et vous prenez un peu de temps pour participer à ce débat. Merci beaucoup. Valérie Boyer, le président lundi soir, est-ce qu'il faut qu'il dise je valide ou j'encourage en tout cas à ce que l'on mette en place le traitement proposé par le professeur Raoult à Marseille, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine que vous avez eu et avec lequel vous avez visiblement guéri. Excusez-moi, j'ai pas entendu votre question, j'ai une coupure du son. Est-ce que vous pouvez répéter ? Pardon. Mais avec grand plaisir. Ce sont les aléas du direct pendant le confinement. On est tous chez soi, on fait de la radio à distance. Oui, voilà. c'est compliqué. Bon, non, je vous demandais, le président lundi soir, est-ce qu'il faut qu'il dise je valide ou en tout cas j'encourage à ce que l'on mette en place une fois pour toutes le protocole du professeur Raoult pour guérir des premiers signes du coronavirus? D'abord, moi, j'ai pris cette visite comme un hommage et un encouragement aux travaux de Didier Raoult. En revanche, c'est pas à moi de répondre à cette question parce que le président de la République a deux conseils. Non, mais vous souhaitez quoi ? Non, mais moi, je souhaite de la clarté. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de clarté. Jamais je me prononcerai sur ce traitement. Je suis allée comme patiente, pas comme médecin, pas comme expert, pas comme chercheur. Oui, j'ai eu la chance d'avoir un parcours de soins. J'ai eu la chance d'être prise en charge. J'ai eu la chance d'être dépistée. J'ai eu la chance d'être soignée avec tous les examens afférents à un établissement de santé, puisque mon traitement a été adossé à un établissement de santé, évidemment pendant que j'étais hospitalisée, et ensuite à mon retour. Aujourd'hui, et ça fait l'objet d'un courrier que j'ai envoyé aujourd'hui avec d'autres collègues, Julien Aubert notamment, à Olivier Véran, je me demande pourquoi les deux grands tests, Discovery et celui du CHU-d'Angers, dont les comités d'experts qui sont placés sous l'égide d'Emmanuel Macron nous ont dit qu'ils avaient beaucoup d'espérance dans tous ces tests, ne testent pas le protocole de Didier Raoult. Parce que pour qu'on sorte de cette polémique, c'est pas au plateau de télé ou à moi ou à n'importe qui de trancher est-ce qu'il faut mettre en place le protocole de Didier Raoult. Moi, j'ai eu confiance en tant que patiente, bien évidemment, auprès de Didier Raoult et en ses équipes. Mais aujourd'hui, je constate que dans ces deux essais, le traitement et le protocole de Didier préconisé par le professeur Raoult à Marseille ne sont que partiellement examinés.
Donc comment on se sort de Mais est-ce que vous avez l'impression que le pouvoir politique perd du temps sur cette affaire? Parce que si dans 8 jours on nous dit « Ah ben c'est ça qu'il faut faire », on aura perdu 3-4 semaines quand même. Hein. Pardon, mais je sais bien qu'il faut le temps, mais quand même. Je partage votre interrogation. D'ailleurs, j'ai fait part de cette interrogation et cette interrogation a été formulée par 3 grands savants, 3 grands professeurs de médecine, le professeur Perron, le professeur Dominique Marananchi et Philippe Douste-Blazy et un autre, excusez-moi, donc qui ont titré leur pétition et leur cri en... Valérie Boyer, on ne vous entend plus. Valérie Boyer une fois, Valérie Boyer 2 fois, Valérie Boyer... Là, voilà. Oui, je disais que ça fait l'objet d'une demande qui a été formulée par le professeur Perron, par le professeur Dominique Marananchi et par Philippe Douste-Blazy, qui ont intitulé leur pétition « Ne perdons plus de temps pour que le protocole de... » Bon, décidément, on a beaucoup de problèmes de téléphone avec Valérie Boyer. Je ne sais pas si elle est de retour ou pas. On ne l'entend plus visiblement, Valérie Boyer. Ça, c'est un appui Valérie accidentel Boyer, sur la fois. case pause sur un iPhone. Oui, à mon avis, c'est ça. Bon, ah ben voilà, on vous entend à nouveau. Oui, excusez-moi, non, c'est parce que j'ai eu un appel sur mon téléphone, donc ça coupe la communication. La conversation. Je rappelle quand même qu'il y a 15 jours maintenant, nous avons eu le jeudi un décret qui autorisait la prescription de chloroquine, c'est-à-dire le traitement du professeur Raoult, mais qui ne le nommait pas, mais qui permettait ce traitement, et que le vendredi, le lendemain, moins de 24 heures après, on a eu un décret qui fermait justement cette option par rapport à Didier Raoult. Donc aujourd'hui, moi, je ne comprends pas pourquoi les grands tests ne testent pas les travaux de Didier Raoult plutôt que, j'allais dire, Valérie Boyer qui a encore disparu. Bon, écoutez, on va revenir avec elle évidemment dans quelques instants dans les vraies voix sur Sud Radio. C'est pas très grave. C'est des problèmes de téléphone, ça arrive comme ça. Bon, voilà. On la remercie quand même d'avoir été avec nous. Le professeur Patlovski est toujours avec nous, lui, et fort heureusement. Professeur, j'avais une question à vous poser par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que derrière tout ça, c'est-à-dire cette polémique, vous le disiez, les politiques ne devraient pas se mêler de cette histoire de la chloroquine, les médias, on en parle. Alors on en parle aussi parce que le professeur Raoult est le premier à communiquer, c'est-à-dire à faire des interviews fleuves qu'il dépose ensuite ou qu'il poste sur les réseaux sociaux. Sinon, évidemment, on n'en parlerait pas non plus de cette manière-là, de manière aussi ouverte. Mais cela étant dit, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous n'avez pas l'impression plutôt qu'il n'y a pas aussi derrière tout ça une guerre de médecins, une guerre de professeurs, une guerre de laboratoires, et puis finalement une affaire de gros sous? Est-ce que c'est pas ça qui se cache derrière tout ça? Alors, bon, là, on mélange plusieurs choses. La guerre de personnes en médecine, c'est comme dans les médias, c'est comme en politique. Il y a des gens qui s'aiment, des gens qui s'aiment pas. C'est un métier qui est fondé sur la compétition, au sens noble du terme, qui est le sens d'émulation. Donc évidemment, il y a des jalousies, donc évidemment, il y a parfois des comportements qui appellent des contre-comportements, et je regrettais tout à l'heure que les choses se soient embringuées de cette façon-là, alors qu'elles n'auraient pas dû. En médecine, en science, on doit regarder les résultats. Le principe est celui de la publication scientifique, et la publication scientifique est fondée sur l'évaluation par les pairs, en l'absence de conflits d'intérêts de type je l'aime pas ou je crois pas ce qu'il fait, etc. Bon, ça fait encore une fois mal embringué, et moi je le regrette profondément parce que je suis fondamentalement un scientifique et moi j'ai besoin qu'on me donne des datas. Bah oui. Aujourd'hui, des données, on en a. Il faut les regarder. Madame Boyer disait que les bras à hydroxychloroquine n'avaient pas été inclus dans les essais. Ça n'est pas tout à fait vrai. L'essai Discovery a un bras avec pas mal de malades qui reçoivent l'hydroxychloroquine et qui sera analysé. Et on devrait avoir assez bientôt des résultats préliminaires. Et je pense que dès que ces résultats préliminaires seront connus, ils seront ajoutés aux résultats de l'étude de Didier Raoult avec ces 1000 malades, et je l'espère à des résultats de cohorte qui nous permettront d'avoir une vision un petit peu plus globale des choses.
Valérie Boyer, vous êtes de retour avec nous. Moi, je voulais vous poser une question toute simple. En fait, toute la droite est derrière le professeur Raoult aujourd'hui. L'affaire est désormais quand même politique. L'affaire est politique parce qu'il y a eu beaucoup d'ambiguïté sur tous les sujets liés à cette terrible épidémie et qu'on demande des sacrifices terribles aux Français. L'affaire est politique parce que sur les masques, ça s'est mal passé, sur le dépistage, ça s'est mal passé et qu'en plus, on a cette polémique sur le protocole mis en place par Didier Raoult, je rappelle, pour des patients précoces et après toute une série d'examens. Donc aujourd'hui, moi, ce que je demande, c'est que, et c'est pour ça que j'ai écrit à Olivier Véran, c'est qu'effectivement, on ait d'autres tests qui nous permettent d'y voir clair. Parce que vous imaginez bien, moi, je suis marseillaise, j'ai eu le privilège d'être soignée, d'avoir un parcours de soins. Ce parcours de soins, malheureusement, tous les Français ne peuvent pas y avoir accès parce que tous les Français ne sont pas marseillais. Ouais. Donc aujourd'hui, comment faire? Et effectivement, j'ai communiqué sur le fait que j'étais malade parce que ça s'est fait à mon insu. Quand j'étais hospitalisée, il y a un journal local qui a mis ma photo, qui a dit Valérie Boyer hospitalisée, qui a dit un certain nombre de choses. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai décidé d'être transparente avec les Français. Et effectivement, j'ai répondu aux questions qu'on m'a posées. Mais en aucun cas, je me permettrai, parce que ce n'est pas ma compétence, de dire oui ou non, il faut ce traitement. En revanche, ce qui est de ma compétence de citoyenne et de parlementaire, c'est de m'interroger en demandant pourquoi on ne prend pas en compte les essais de Didier Raoult, pourquoi le protocole sur les malades, comme le préconise Didier Raoult, n'est pas testé dans Discovery et au CHU d'Angers, même si un certain nombre de visiblement, choses... il l'est. C'est ce que dit le professeur Patlovski qui est avec nous. Hein. Bon. En tout cas, moi, j'ai interrogé Olivier Véran. Ce ne sont pas les informations que j'ai. Donc, j'espère que, suite à la visite du président de la République à Marseille, nous aurons ces informations parce qu'il faut qu'on sorte de ce débat. Et ce débat, il ne doit pas être politique parce que soit un traitement existe et nous permet... Et c'est une des clés pour sortir de cette épidémie, soit ça n'existe pas. Mais on ne peut pas laisser les malades dans cette attente. On ne peut pas continuer à demander aux Français des sacrifices, comme on leur demande notamment d'abandonner leurs aînés, de ne pas pouvoir tenir la main de ceux qui vont mourir, etc., de rester confinés, isolés, dans des conditions matérielles qui vont être de plus en plus dures et avec une sortie de crise qui va l'être encore plus, s'il n'y a pas la clarté là-dessus. Voilà. Et aujourd'hui, allez, antenne ouverte. Oui, antenne ouverte dans les vraies voix sur Sud Radio. Oui, c'est vrai. Antenne ouverte dans les vraies voix sur Sud Radio. Vous avez la parole 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Patrick de Narbonne est avec nous. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors Patrick, vous, quel est votre... très bien, on vous entend très bien. Quel est votre sentiment? Est-ce que lundi soir, le président devrait adouber en quelque sorte Didier Raoult et son protocole à la chloroquine? Dans le sens où il s'est positionné en chef de guerre et qu'on est en situation de guerre, moi je suis aide-soignant. Je vais au front, ça fait 7 ans que j'ai pas exercé ça. J'ai quitté un travail dans les champs pour aller au front avec mes copains en temps de guerre. Il me semble que quand on a une médecine de guerre qui est proposée et que ça sauve des vies, je vois pas qu'est-ce qui empêcherait de l'utiliser au cas où. Enfin, là cet après-midi, j'ai fait une blague à ma pharmacienne. J'y suis allé, j'ai demandé du Rivotril parce que ma grand-mère est toussée et que j'en ai marre. Et que si elle pouvait m'aider à abréger ses souffrances. Enfin, il y a un moment, on marche sur la tête. En janvier, on interdit un médicament que moi j'ai utilisé à 2 reprises en partant au Burkina Faso tout jeune pendant 1 mois et demi. Et c'était de la chloroquine, c'est pas de l'hydroxychloroquine. Hein. J'ai écrit à ma députée, et une des députées de mon département, qui m'a répondu suite à une relance à la députée de ma circonscription, m'a dit oui, mais vous savez, la chloroquine, ça peut représenter des dangers. Et elle me parle au moment de la dépakine. C'est un antiépileptique. J'ai bossé en psychiatrie et avec des épileptiques. Donc on ne parle pas de la dépakine, on parle de l'hydroxychloroquine. Ben oui, et puis ça fait des dégâts la dépakine. Hein. Oui, mais en vous plus. Vous voyez comment on peut faire confiance à des élus, à des gens.
Alors, on n'entend plus notre ami. Décidément, c'est la soirée, hein, les téléphones. Ah voilà. On vous entendait plus. Pardon, mais je dis, c'est un comment voulez-vous faire confiance? On vous entend pas. On vous entend pas, Patrick. Je suis désolé, mais ça coupe et ça vient du réseau téléphonique qui est un peu surchargé, bien évidemment. Professeur Pawlowski, qui est toujours avec nous, on vient d'entendre Patrick. On entend souvent ça. Oui, on en prend depuis des décennies, quand on allait en Afrique, contre le palu, etc. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout mélanger en même temps. Le paludisme, c'est une chose, et là, le coronavirus, c'en est une autre quand même. Absolument, on ne peut pas tout mélanger. Maintenant, on sait que la chloroquine comme l'hydroxychloroquine, et l'hydroxychloroquine encore plus que la chloroquine, sont des médicaments qui sont prescrits dans un certain nombre de maladies au long cours, en particulier le lupus érythémateux disséminé, et qui sont globalement bien tolérés, mais comme tout médicament, qui peuvent avoir des effets secondaires. Donc c'est quelque chose qui n'est pas un médicament dangereux, c'est un médicament qui est sur le marché, on n'est pas sur un médicament expérimental, mais qui peut dans certaines populations, et peut-être dans certaines des populations qui sont les plus à risque de l'infection par le Covid, avoir des effets secondaires. Alors là encore, il faut se méfier de ce qu'on raconte et de la façon dont les choses sont interprétées. C'est un médicament qui est bien toléré avec quelques effets secondaires. À partir du moment où ce médicament va être administré larga manu, évidemment qu'on va voir plus d'effets secondaires. On va avoir plus d'histoires de chasse à raconter parce que beaucoup plus de personnes l'auront reçu. Ce qui est important, c'est de regarder la tolérance générale sur l'ensemble des malades qui vont le recevoir, et il va certainement y en avoir beaucoup parce que sincèrement, il n'y a pas qu'à Marseille que l'hydroxychloroquine est prescrite, et un certain nombre de médecins la prescrivent en prescription hospitalière des malades Covid un petit peu partout. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de malades qui sont sous hydroxychloroquine, même si on attend encore une confirmation définitive. Et évidemment, on voit fleurir ici ou là des histoires de chasse, de patients qui ont fait des complications graves, en particulier certains patients en automédication. Il faut aujourd'hui, dans cette nouvelle configuration, qu'on soit capable de bien cartographier le profil de tolérance de ce médicament dans une nouvelle dimension, c'est-à-dire avec plus de gens, des gens qui ont des maladies cardiovasculaires très souvent sous-jacentes pour les formes les plus graves, et qui donc vont être plus exposés à la survenue de complications. Tout ça demande du temps. Et moi, je comprends très bien que les politiques, les citoyens, tout le monde soit impatient, mais il faut quand même bien comprendre que la science demande un peu de temps pour avoir des certitudes. Donc on peut être empirique au début, on peut faire des paris, mais il y a un moment, il faut donner du temps au temps et nous permettre de consolider les données et de les étendre à l'ensemble des populations pour lesquelles elles sont importantes à connaître. Alors, professeur et Valérie Boyer, on va conclure. Je pose la même question à l'un et à l'autre. Qu'est-ce que vous attendez, professeur, dans la bouche du président lundi soir? Sur l'aspect médical, en l'occurrence. Écoutez, je pense que le président de la République est quelqu'un de très intelligent qui saura suivre les avis scientifiques dont il s'entoure habituellement. Je ne pense pas que ce soit au président de la République de valider scientifiquement une étude ou l'autre. C'est à lui de donner une orientation au pays, et c'est là-dessus que nous l'attendons. Valérie Boyer. Moi, j'attends de la clarté. Aujourd'hui, de la clarté sur le plan scientifique, parce que je pense qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'éléments. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai interrogé le ministre de la Santé. Et puis j'attends aussi, puisque c'est le président de la République qui a employé un vocabulaire guerrier, un plan de bataille pour la logistique, parce qu'aujourd'hui notre problème est logistique. On a toujours la guerre des masques, on n'a pas du tout de stratégie par rapport au dépistage. Il y a un conflit entre l'État et les collectivités territoriales qui ont été en capacité de commander des masques et qui se sont fait réquisitionner les masques. Et puis il y a aussi des problèmes de coordination entre le public et le privé sur le plan hospitalier, entre la ville et l'hôpital. Donc tout ça, ça c'est de la compétence du président de la République, ça c'est de la compétence des politiques, c'est-à-dire s'organiser. Et enfin, comment on va s'organiser de cette sortie de crise? Sur quelle base? Est-ce qu'on va par exemple utiliser notre numéro de sécurité sociale pour le dépistage? Si oui, comment? Comment on va fonctionner avec le numéro de sécurité sociale surnuméraire? C'est toutes ces questions-là pour lesquelles j'attends une réponse, parce que ça fait plus de 3 semaines et que les Français dépensent 13% de leur PIB pour la santé, donc ils sont en droit d'attendre un certain nombre de choses. Et quand on compare la gestion de la crise entre la France et l'Allemagne, eh bien, je pense qu'on peut aussi s'inquiéter et poser des questions. Et poser des questions,
c'est pas contredire l'unité nationale, on y participe, mais c'est simplement faire notre devoir de parlementaire et de citoyen, s'interroger sur comment on va sortir de cette épouvantable crise sanitaire, économique, humaine, psychologique. Voilà, c'est ça. Merci. Moi, j'attends ces réponses-là. Merci Valérie Boyer, merci professeur d'avoir été avec nous et d'avoir évidemment éclairé notre lanterne, hein, parce que vraiment je trouve que vous avez été extrêmement didactique et c'était vraiment très intéressant. Merci à vous, la fin de notre débat. Les vraies voix. Le président de la République qui s'adresse à la nation lundi soir et cette question, Macron doit-il valider les recherches du professeur Raoult à cette occasion? Les réseaux sociaux, Alexandre de Moussac. Eh bien un grand oui, 85% sur Twitter, 95% sur Facebook et puis un petit commentaire avec un petit compliment pour Philippe Bilger de Jacques qui nous dit qu'il est un fervent supporter du professeur Raoult et qui dit que faire confiance au professeur Raoult c'est comme faire confiance à Philippe Bilger quand il parle du système juridique français. Oula. Belle comparaison, pas le même look. Voilà, pas le même look, hein, mais en tout cas, voilà. Ouais. Bon, dans un instant, c'est l'heure du docteur.